Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 47e semaine de 2024, l'avis de l'Union fait le point sur l'accord final sur les commissaires, le règlement anti-déforestation qui va s'appliquer tel qu'il a été voté, la colère des syndicats à l'encontre des États membres sur le salaire minimum, la politique spatiale qui se tourne vers le privé, et la Roumanie et la Bulgarie qui vont finalement pleinement intégrer l'espace Schengen. Dans le club des 27, l'Italie met en œuvre sa loi contre la GPA à l'étranger, le chancelier allemand a été bousculé dans son début de campagne, la destruction de câbles dans la mer Baltique réveille les soupçons de guerre hybride, 6 ministres des Affaires étrangères veulent réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, et la Grèce est dans la rue pour protester contre la vie chère. Et chez nos chers voisins, la présidente géorgienne dépose un recours devant la Cour constitutionnelle, la Russie vote une loi contre la promotion de la vie sans enfants, et la Serbie défile pour faire démissionner le gouvernement. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Commission européenne. Accord complet sur la future commission. Je vous en parlais la semaine dernière, le Parlement européen avait mis en suspens la candidature de 3 potentiels commissaires. Teresa Ribera pour la transition écologique, Raffaele Fitto pour la cohésion et la réforme, et Oliver Varelli pour la santé et le bien-être animal. Au final, les 3 feront vraisemblablement partie de la Commission européenne pour le mandat 2024-2029. Mais revenons sur la semaine de tractation qui n'a pas été de tout repos. Pour Teresa Ribera, le Partido Popular, accompagné par Vox, a encore poussé pour que le PPE ne soutienne pas la candidate proposée par le gouvernement espagnol. Malgré les enquêtes qui démontrent que la principale responsabilité relève de la communauté de Valence, qui a tardé à donner l'alerte, le PP n'en démord pas en disant que la préparation face aux inondations faisait partie du portefeuille de Teresa Ribera. Pour Raffaele Fitto, les écologistes et les socialistes maintenaient leur position. Ils ne voulaient pas d'une vice-présidence pour une personnalité d'extrême droite. Pour Oliver Varelli, la difficulté qui se présentait est que même s'il n'a pas été à la hauteur sur les questions des droits des femmes et sur l'accès des personnes LGBTQIA+ à la santé, ne pas l'adouber aurait mené à ce que le gouvernement hongrois nomme une autre marionnette de Viktor Orban. La gauche voulait faire passer sa candidate et la droite voulait éviter une guerre ouverte avec l'extrême droite. Mardi 19 novembre, la rumeur courait que le bloc central au Parlement européen avait trouvé un accord sur la plateforme politique commune qui sera menée lors de ce mandat par le bloc central. Manfred Weber pour le PPE, Iratxe Garcia Pérez pour le SND et Valérie Ayé pour Renew auraient trouvé un accord et que cet accord serait dévoilé mercredi. Et le lendemain, c'était bien le cas. Le Parlement voit la commission santé renforcée, la sous-commission défense et quelques autres commissions spéciales pourraient avoir un statut propre. Le Parlement européen s'inscrit pleinement dans le programme dévoilé par la présidente de la Commission européenne, mais qui n'empêche pas le PPE d'aller chercher des soutiens à l'extrême droite. Cependant, toujours pas d'accord sur l'équipe du collège des commissaires à ce moment-là. Mais la rumeur courait que les 3 commissaires seraient validés par les 3 groupes centraux. Et c'est au final bien le cas. Les sociodémocrates ne voulaient pas de la vice-présidence pour Fitto, ils étaient très divisés. Mais Iratxe Garcia Pérez aurait fait l'objet d'un chantage clair de la part de Manfred Weber. Soit le SND soutenait la validation de Fitto et Varelli et figurait dans la majorité, soit la droite ne validait pas Teresa Ribera et le SND se retrouvait dans l'opposition. Oliver Varelli voit son portefeuille amputé des questions reproductives et sexuelles, ainsi que la préparation des crises et de l'urgence sanitaire, transféré à la commissaire libérale Hadja Labib. Mais Teresa Ribera et Raffaele Fitto gardent leur poste tel quel. C'est encore un signe que le cordon sanitaire ne tient plus, aussi bien au Parlement européen qu'à la Commission, l'extrême droite ayant réussi à conquérir plusieurs responsabilités importantes pour le mandat à venir. Mais tout n'est pas encore acquis.
La plénière du Parlement européen doit encore se prononcer le 27 novembre. Et certaines délégations nationales ont clairement fait savoir qu'elles ne voteraient pas en faveur de cette nouvelle équipe, comme le Parti socialiste français, qui refuse que l'extrême droite figure dans la nouvelle Commission européenne. Un épisode qui fragilise grandement le leadership de la leader du groupe SND, Iratxe Garcia Pérez. Et côté PPE, la plateforme citoyenne, parti du Premier ministre polonais Donald Tusk, et le parti Respect et Liberté du Hongrois Peter Magyar, ont ouvertement critiqué la stratégie de Manfred Weber. Aussi, le Partido Popular ne s'empêche pas de demander la démission de Teresa Ribera si celle-ci est poursuivie par la justice espagnole. Environnement, le règlement antidéforestation repoussé mais pas modifié. Après une offensive de la droite et de l'extrême droite contre le texte, c'était aux États membres de se prononcer sur le texte. Pour rappel, le règlement souhaitait faire interdire l'importation de produits issus de la déforestation, comme le soja, le café, l'huile de palme ou le cacao, entre autres. La semaine dernière, la droite et l'extrême droite s'étaient accordés pour faire passer un amendement incluant la catégorie de pays sans risque, c'est-à-dire introduire une catégorie de pays qui ne seraient soumis à aucun contrôle. Pascal Canfin avait déclaré qu'un tel amendement pourrait amener des difficultés à la Finlande, par exemple, mais faciliter les importations chinoises, puisque la replantation d'arbres chinoises est bien plus grande que la Finlande. Des pays comme le Brésil s'offusquaient au contraire d'un amendement protectionniste. Cette semaine, c'était donc aux États membres de statuer. Et en dehors de l'Italie, qui a voté en faveur de l'amendement du texte, ils ont été unanimes pour dire qu'il ne fallait pas y toucher. Le report d'un an pour l'application du texte est maintenu et s'appliquera fin 2025. Après ce vote du Conseil de l'UE, le texte va donc retourner au Parlement. La question se pose sur la stratégie de la droite. Va-t-elle persister ou bien renoncer ? Le pacte vert reste dans le viseur de la droite, qui veut le détricoter, mais difficile d'aller à l'encontre des États membres en l'état. Prochaine étape, le vote en plénière, mi-décembre, qui devrait voir le texte mis à l'ordre du jour. Social, charge des syndicats contre les États membres sur le salaire minimum. La Confédération européenne des syndicats, la plus importante organisation syndicale au sein de l'Union européenne, a rendu un rapport, lundi 18 novembre, où elle souligne le manque de volonté politique des États membres concernant l'application de la directive européenne sur le salaire minimum. Adoptée en 2022, la directive exige des pays qui ont un salaire minimum qu'ils introduisent dans leur droit national une série de mesures garantissant l'adéquation des salaires des travailleurs. La directive recommande que le salaire minimum représente 60% du salaire médian brut du pays et 50% du salaire moyen brut. Si les États membres ont un taux de couverture des négociations collectives inférieur à 80%, la directive recommande, mais n'oblige pas, encore une fois, à mettre en place des plans nationaux pour améliorer la couverture. La France, les Pays-Bas et la Pologne ont même raté la date butoir du 15 novembre pour sa transposition en droit national. 8 États membres ont ratifié la directive, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Hongrie, la Lituanie, la République tchèque, la Roumanie et la Suède. Le rapport pointe particulièrement du doigt la Lettonie, le Luxembourg et la République tchèque, qui ont tous les trois tenté de réduire les salaires ou la marge de manœuvre dans la capacité à négocier les conventions collectives. La Confédération regrette d'autant plus le manque d'efforts des États membres qu'elle estime que 20 millions de travailleurs européens bénéficieraient d'une augmentation de leur salaire. À l'inverse, elle regrette la dynamique actuelle des États membres à vouloir flexibiliser le marché du travail et réduire les droits des travailleurs, comme par exemple en République tchèque, où l'on a supprimé le concept de salaire garanti, ou en Lettonie, où les entreprises peuvent se retirer des conventions collectives de manière unilatérale. La CES indique que la baisse des salaires réels s'élève à 0,7% en 2023, après avoir chuté de 4,3% en 2022.
Espace. L'Union se tourne vers le privé avec TEC. Alors que l'Europe faisait son retour dans l'espace avec Ariane 6 au mois de juillet, les ambitions spatiales continentales étaient enfin de retour. Désormais, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, cherche à sous-traiter l'envoi de matériel dans l'espace comme la NASA le fait avec SpaceX. L'ESA veut le faire avec The Exploration Company, TEC. La start-up italo-franco-allemande a réussi une levée de fonds de 150 millions d'euros lundi 18 novembre qui lui permettra de développer son vaisseau cargo Nix. TEC dispose de 200 millions d'euros de trésorerie. À l'instar de la fusée américaine Starship de SpaceX, le vaisseau cargo Nix devrait être réutilisable et ravitaillable en orbite. Il pourrait être lancé à partir de n'importe quel lanceur lourd et se rendre à n'importe quelle station spatiale. Nix aurait une capacité de 3 tonnes de fret pour un prix inférieur de 25 à 50% par rapport à ses concurrents, d'après les promesses de ses concepteurs. La promesse est aussi de mettre en place un service de transport vers la station spatiale d'ici à 2028, avant de pouvoir passer à des vols habités. Affaires intérieures, la Roumanie et la Bulgarie vont enfin pouvoir rejoindre pleinement l'espace Schengen. Depuis cette année, la Roumanie et la Bulgarie ont accès partiellement à l'espace Schengen au niveau aérien et maritime. L'Autriche a maintenu jusqu'ici son veto pour éviter que les deux pays soient membres à part entière de l'espace Schengen. Un veto sur la liberté d'aller et venir terrestre que viennent justifier par le fait que les deux pays ne luttaient pas assez contre les entrées illégales à la frontière extérieure. L'amélioration des chiffres de la lutte contre les entrées clandestines en Roumanie et en Bulgarie aurait convaincu l'Autriche de lever son veto. C'est la présidence hongroise du Conseil qui a annoncé la nouvelle vendredi 22 novembre. Une entrée dans l'espace Schengen qui devra se matérialiser lors de la prochaine réunion du Conseil Information, Justice et Affaires intérieures, fin décembre. L'entrée effective des deux pays devrait arriver en mars 2025. Une levée de limitation qui pourrait avoir l'effet d'une bombe économique, la Roumanie estimant le manque à gagner de 10 milliards d'euros et la Bulgarie à 1 milliard d'euros. D'après le principal syndicat des transporteurs roumains, les camions perdent en moyenne entre 8 et 16 heures à la frontière hongroise et entre 20 et 30 heures à la frontière bulgare. La Grèce pourra donc désormais être reliée au reste de l'espace Schengen par voie terrestre. Passons désormais au club des 27. Italie. La loi de criminalisation de la GPA à l'étranger entre en vigueur. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Le Parlement italien avait adopté une loi qui voulait élargir l'interdiction de la GPA aux GPA faites à l'étranger. Cette loi vient renforcer la loi de 2004 qui interdisait la GPA sur le sol italien et désormais l'élargit à l'étranger, et les contrevenants risquent de 3 mois à 2 ans de prison, ainsi qu'une amende allant de 600 000 à 1 million d'euros. Sans qu'elle ait eu besoin de le dire, Giorgia Meloni visait les couples homosexuels qu'elle harcèle juridiquement pour faire sauter les droits parentaux, notamment des mères lesbiennes. Mais le comble, c'est qu'en grande majorité, ce sont les couples hétérosexuels stériles qui ont le plus recours à la GPA, ce qui contrevient même à son discours sur la famille traditionnelle. Le président italien Sergio Mattarella a beaucoup hésité avant de promulguer la loi, la laissant en suspens pendant 1 mois. L'association Luca Cascioni pour la liberté de la recherche scientifique veut porter la loi devant la Cour constitutionnelle. Allemagne, semaine mouvementée pour le chancelier. Alors qu'il a annoncé la semaine dernière anticiper le vote de confiance au Bundestag, déclarant ainsi ouverte la prochaine campagne pour la chancellerie, Olaf Scholz a tenté de mettre en avant sa légitimité pour un nouveau mandat. Et autant dire que ça ne se passe pas vraiment comme il l'aurait souhaité. En voulant défendre son image de faiseur de paix en téléphonant samedi 17 novembre au soir à Vladimir Poutine, Olaf Scholz s'est attiré les foudres du président ukrainien Volodymyr Zelensky
mais aussi de son homologue polonais, Donald Tusk, arguant que Vladimir Poutine ne négocierait rien d'autre qu'une capitulation ukrainienne pure et simple. La preuve, c'est que la nuit qui a suivi, des bombardements massifs à travers toute l'Ukraine ont eu lieu. Mais la nouvelle stratégie d'Olaf Scholz est de s'adapter au changement d'exécutif aux États-Unis qui va changer la donne d'ici fin janvier. Olaf Scholz, en faisant ça, acte la fin de la guerre qui risque de coûter très cher à l'Ukraine. Après ses premières critiques, on aurait pu croire qu'il démontrerait son soutien à l'Ukraine. Dimanche 17 novembre, Joe Biden annonçait autoriser l'utilisation des missiles Attack-MS sur le sol russe, un moyen de soutenir les Ukrainiens dans les négociations à venir et de préserver leurs gains territoriaux dans la région de Koursk. Une décision à laquelle la France et le Royaume-Uni ont réagi en autorisant l'utilisation des missiles Scalp et Storm Shadow. Mais Olaf Scholz a refusé l'envoi de missiles Taurus en justifiant sa décision par un moyen d'éviter l'escalade. La différence du Taurus avec les autres, c'est qu'avec le Taurus, l'Ukraine aurait la possibilité de toucher Moscou, ce qui rend plus compréhensible cette décision. Surtout que Vladimir Poutine a réagi au changement de doctrine sur les missiles à longue portée occidentaux par une nouvelle doctrine nucléaire qui permettrait d'envoyer une ogive en réponse à des armes de longue portée conventionnelles. Et pour appuyer son propos, 2 missiles intercontinentaux en capacité d'être équipés d'une charge nucléaire ont été lancés sur la ville de Dnipro. Son adversaire de la CDU, Friedrich Merz, a annoncé qu'il enverrait les Taurus à l'Ukraine s'il était élu et si la Russie rejetait la demande ukrainienne d'arrêter les bombardements sur les civils. Le ministre de l'économie et future tête de liste fédérale pour les Verts, Robert Habeck, a annoncé lui aussi vouloir envoyer les missiles Taurus à l'Ukraine. Cependant, c'est une décision qui revient au Conseil de sécurité de l'Allemagne, donc au chancelier, et à plusieurs ministres de haut rang. Puis au début de cette semaine, ce sont les sondages qui viennent le perturber. Son ministre de la Défense, Boris Pistorius, est l'homme politique le plus populaire d'Allemagne, avec 60% de bonnes opinions. Au sein du SPD, les voix en faveur de Pistorius se faisaient de plus en plus nombreuses pour qu'il devienne leader du parti pour les prochaines fédérales, notamment en l'absence d'Olaf Scholz, parti pour le Brésil à l'occasion du G20. Même l'ancien président du parti et ancien vice-chancelier Sigmar Gabriel alertait sur le niveau record d'impopularité atteint par Olaf Scholz. Mais l'état-major social-démocrate refusait tout autre scénario que Scholz en tête de liste. Le désistement tardif de Joe Biden aux États-Unis a semble-t-il servi de leçon. Le SPD choisit de faire bloc derrière Olaf Scholz. Le très controversé ancien chancelier Gerhard Schröder, connu pour son accointance avec la Russie, lui a apporté son soutien. De son côté, Boris Pistorius jouait la carte de l'ambiguïté en début de semaine, voyant sa cote monter. Il ne voulait pas montrer d'empressement, ni se désister jusqu'à mercredi. Mais finalement, jeudi 21 novembre, Boris Pistorius a annoncé qu'il ne se lancerait pas dans la course pour la chancellerie et qu'il soutiendrait à 100% Olaf Scholz. Il a choisi de faciliter la stratégie d'union du SPD et Olaf Scholz devrait être adoubé par son parti pour devenir chef de file social-démocrate des prochaines élections fédérales. Maintenant, il devra convaincre la base militante qu'il a encore des choses à défendre au niveau fédéral et surtout reconquérir le cœur de ses militants qui redoutent que sa cote de popularité tire le SPD vers un score historiquement bas, alors que les sondages indiquent que 21% des sondés pensent qu'Olaf Scholz fera un bon candidat pour la chancellerie. Prochaine étape, le 30 novembre, lors d'une conférence à Berlin, où Olaf Scholz devra justifier son statut et peut-être donner ses premiers éléments du programme. Mer Baltique, un sabotage de câbles sous-marins ou un simple incident? Dimanche 17 et lundi 18 novembre, 2 câbles de télécommunications en mer Baltique ont été endommagés. D'un côté le Arelion,
qui relie l'île suédoise de Gotland à la Lituanie, de l'autre le Sea Lion 1, qui relie Helsinki à Rostock. Les deux opérateurs en charge de la gestion des câbles sous-marins ont très vite alerté sur le dysfonctionnement des câbles, obligeant le basculement du trafic Internet vers d'autres liaisons par fibre optique. Dès mardi, les autorités suédoises ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Le jour même, Boris Pistorius déclarait sans hésitation que c'était un sabotage. La France et le Danemark n'ont pas non plus attendu pour accuser la Russie. Les autorités suédoises et finlandaises ont tempéré et ont annoncé mener une enquête conjointe et qu'ils attendront les conclusions de l'enquête pour se prononcer. Un soupçon qui peut être étayé par les multiples provocations de la Russie et la Chine dans les zones économiques exclusives de l'Union européenne. Le Portugal déclarait en début de semaine constater une activité anormale au large de ses côtes de vaisseaux espions russes, et le Yantar a été escorté par la marine du Royaume-Uni, de la France et de l'Espagne. Mais très vite, les soupçons se portent sur un bateau battant pavillon chinois, le Yipeng 3, dont la balise a été désactivée pendant plusieurs heures durant les 2 jours. Et il aurait été observé par satellite à proximité des câbles au moment où le signal a été coupé. C'est en tout cas les conclusions de spécialistes des renseignements en source ouverte. Il aurait déjà eu des attitudes suspectes en Méditerranée fin octobre, effectuant plusieurs zigzags au-dessus de câbles sous-marins, une manœuvre inhabituelle pour un navire de commerce. Pour autant, aucune anomalie n'a été détectée. Il était stationné au port russe d'Oust-Louga quelques jours avant les incidents. Après les incidents, le Yipeng 3 aurait été mis à l'arrêt au large du Danemark par la marine danoise dans le détroit du Kattegat. Sans surprise, la Russie nie toute implication et rappelle même aux pays de l'OTAN que le sabotage de Nord Stream était le fait des services secrets ukrainiens. Même si le navire bat pavillon chinois, le capitaine est russe, bien que le reste de l'équipage soit chinois. Pour l'instant, il est impossible de tirer des conclusions. L'enquête suit son cours et le bateau restait immobilisé ce week-end en attendant que la lumière soit faite sur l'implication du navire Yipeng 3. Pologne. Réunion de 6 ministres des Affaires étrangères pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine. Alors que l'Ukraine traversait son 1000e jour de guerre, le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, recevait, mardi 19 novembre, ses homologues, le français Jean-Noël Barrot, l'allemande Annalena Baerbock et l'italien Antonio Tajani à Varsovie. La haute représentante aux affaires étrangères, Kaja Kallas, était aussi présente. L'espagnol José Manuel Álvarez Bueno et le britannique David Lammy assistaient à la réunion à distance. À l'ordre du jour, le soutien à l'Ukraine, mais aussi la défense européenne dans le contexte de la réélection de Donald Trump et la nouvelle doctrine protectionniste qu'il va adopter. Sur la question ukrainienne, les ministres européens refusent l'imposition d'une paix qui irait à l'encontre des intérêts ukrainiens. Donald Trump a annoncé réduire sa contribution à l'OTAN, ce qui oblige les Européens à repenser leur position dans l'OTAN. Même si les États membres ont atteint en moyenne 1,9% du PIB pour les dépenses de défense cette année, le rééquilibrage est encore loin d'être complet et il reste disparate selon les pays. La Pologne est en tête avec 2,4%. Les ministres réunis soulignent la nécessité de dépasser l'objectif des 2% à terme. Ils ont réaffirmé le besoin des États membres d'assurer leur propre sécurité. Le programme européen pour l'industrie de défense devrait les aider dans cette perspective, mais les efforts prendront quelques années avant d'être significatifs. Ursula von der Leyen a promis d'investir 500 milliards d'euros sur la prochaine décennie pour renforcer la défense européenne. Et la nomination d'un commissaire à la défense témoigne de la volonté d'en faire une priorité politique. Lors de cette réunion,
l'idée d'obligation européenne pour la défense a été mentionnée, comme cela a été le cas pour le Covid. Sur la question des euro-obligations de défense, le ministre polonais s'est un peu emballé en disant que les ministres présents s'accordaient sur la question. Annalena Baerbock a annoncé que l'Allemagne ne soutenait pas cette proposition, mais que cela figurait dans les options à l'étude dans les propositions de financement innovants pour la défense. Le triangle de Weimar, qui rassemble la France, l'Allemagne et la Pologne, aurait vocation à inviter d'autres États membres de l'Union et d'en faire un forum d'échange sur les questions de coopération en matière de défense. Au même moment que se tenait cette réunion, Volodymyr Zelensky était au Parlement européen. Lors de son discours, il a remercié l'Europe de son soutien et de ne jamais avoir trahi les valeurs européennes communes. Grèce. Des manifestations massives contre la vie chère. Mercredi 20 novembre, 15 000 personnes étaient réunies à Athènes et 4 000 à Thessalonique pour demander une augmentation de leur salaire face à la diminution de leur pouvoir d'achat. Pour faire assez simple, comme dans toute l'Europe, la Grèce a souffert de l'inflation causée par la guerre en Ukraine et comme un peu partout en Europe, la crise du logement se fait aussi ressentir avec des loyers élevés. Une grève générale a donc eu lieu pendant 24 heures, affectant particulièrement les transports, notamment les bateaux qui relient le continent aux îles grecques, qui sont restés à quai. Bus, métro et trains sont eux aussi restés en gare. Les écoles et tribunaux sont restés fermés et les hôpitaux n'ont fonctionné qu'avec du personnel d'astreinte. Certains manifestants se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir malgré le cumul de 2 ou 3 emplois. L'inflation reste forte en Grèce avec 3,5% pour l'année 2024. Malgré une projection de croissance élevée du projet de loi de finances 2025, avec une croissance estimée entre 2,2 et 2,3% du PIB en 2025, les Grecs craignent que les taxes ne leur reprennent ce que les augmentations de salaire promises par le gouvernement leur auront donné. Les syndicats grecs demandent une indexation de leur salaire sur l'inflation. Les Grecs n'ont toujours pas retrouvé leur pouvoir d'achat antérieur à la crise de la dette en 2008. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie. La présidente porte un recours pour faire annuler les législatives devant la Cour constitutionnelle. Près d'un mois après la tenue des législatives, la présidente Salomé Zourabichvili a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler le scrutin. Elle justifie sa décision par une violation généralisée du caractère universel du vote et du secret du scrutin. Depuis de longues semaines, elle dénonce la méthodologie russe pour détourner le scrutin, mais elle a refusé la convocation du parquet pour motiver son discours, considérant que le parquet est dirigé par ceux-là même qu'elle met en accusation, et elle n'espère rien du parquet, qui va en toute logique valider la position du gouvernement. Une annonce qui a eu lieu le lendemain de la manifestation, mardi 19 novembre, pour contester pacifiquement le scrutin. La répression de la manifestation a été importante et 16 Géorgiens ont été interpellés. La police a évacué l'avenue Rustaveli et a même agressé des journalistes. Les manifestants se sont dispersés dans les rues adjacentes et ont tenté de continuer la manifestation. L'opposition réaffirme sa volonté de ne pas reconnaître le scrutin, qu'ils estiment truqué, et soutiennent l'initiative de la présidente. L'opposition refuse toujours de siéger au Parlement, considérant les élections comme illégitimes et a prévu de manifester lors de la première session parlementaire, lundi 25 novembre. Salomé Zourabichvili a annoncé refuser de signer le décret permettant de convoquer la première session du Parlement. Le Premier ministre Irakli Kobaridze a dit qu'il passerait outre. Russie. La Chambre haute approuve une loi interdisant la promotion de la vie sans enfant. C'est un pas de plus vers l'opposition aux valeurs dites occidentales de la part de la Russie.
Depuis des mois, le Parlement russe ne cesse de renforcer l'arsenal législatif contre la communauté LGBTQIA+, mais aussi pour pousser les valeurs familiales traditionnelles à leur paroxysme. Mercredi 20 novembre, la Chambre haute du Parlement russe a validé une loi interdisant la promotion d'une vie sans enfant à l'unanimité. Cette loi rentre parfaitement dans le discours nationaliste de Vladimir Poutine qui veut que les femmes donnent naissance le plus possible. La députée qui avait déposé ce texte voulait que les femmes russes donnent naissance à une poignée de futurs soldats prêts à redonner sa grandeur à la Russie. Il faut dire que la démographie russe, depuis la chute de l'URSS, est plutôt négative et que l'expatriation massive des Russes à l'étranger donne une trajectoire démographique dangereuse à la Russie, sans oublier que le bilan de la guerre en Ukraine aura de lourdes conséquences démographiques. La loi prévoit une amende de 4 000 € à toute personne qui ferait la promotion d'un mode de vie sans enfant et le double pour les fonctionnaires. Pour les personnes morales, cette amende s'élèvera jusqu'à 47 000 €. En parallèle de cette loi, la loi interdisant les transitions de genre et le changement d'état civil ont été adoptées lors de la même séance. Serbie. Les Serbes demandent la démission du gouvernement après le drame de la gare de Novi Sad. Mardi 19 novembre, environ 20 000 personnes manifestaient devant la gare de Novi Sad, au nord du pays, pour réclamer la démission du Premier ministre Miloš Vučević, aussi ancien maire de la ville. En cause, l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, le 1er novembre, qui a fait 14 victimes de 6 à 74 ans. Une 15e personne a succombé à ses blessures le 17 novembre. Le plus surprenant, c'est que la rénovation de la gare, au centre d'un grand projet ferroviaire reliant Budapest à Belgrade, venait de s'achever quelques semaines auparavant. Depuis l'accident, les Serbes demandent la démission du gouvernement et de la transparence concernant les contrats signés avec les entreprises en charge des travaux. Les entreprises chinoises China Railway International et China Communications Construction, la française Aegis et la hongroise Utiber étaient en charge de la rénovation du bâtiment. Malgré l'audition de 70 personnes, aucune n'a été inculpée. Pour ne rien arranger, des manifestants sont interpellés, ce qui augmente la colère ambiante. Les démissions s'accumulent depuis la catastrophe. Le ministre du Commerce, Tomislav Momirović, a démissionné le mercredi 20 novembre. Il était le ministre de la Construction au moment du lancement des travaux. Son successeur, Goran Vesić, a démissionné le 4 novembre, quelques jours après la catastrophe. Les manifestations se sont prolongées à Belgrade avec le blocage d'un pont et d'une université. Les manifestants dénoncent le népotisme et la corruption de l'exécutif qui serait la cause de la catastrophe de Novi Sad. Ils considèrent que le copinage et les arrangements entre amis ont primé sur la compétence lors de la signature des contrats. En réponse à la colère, le président Alexander Vučić a promis de nouvelles démissions. En dehors du gouvernement, Jelena Tanasković, directrice générale par intérim des infrastructures ferroviaires de Serbie, a elle aussi présenté sa démission. Vendredi 22 novembre, 2 nouvelles manifestations avaient lieu dans plusieurs villes du pays. Les collectifs citoyens à l'origine des manifestations ont demandé à la population de respecter 15 minutes de désobéissance civile à 11h52, heure de la catastrophe le 1er novembre, en hommage aux 15 victimes. En gage de bonne volonté, le gouvernement a fait procéder à 12 interpellations, dont Goran Vesić, mais la colère n'a pas l'air de retomber et ne retombera pas tant que le gouvernement n'aura pas démissionné collectivement. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 47e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music,
YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Et si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.